Bonjour Fanny Pigeot. Bonjour. Alors vous êtes journaliste indépendante, vous collaborez notamment au site Mediapart et vous publiez donc avec l'économiste Dongo Sambasila L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. C'est aux éditions La Découverte. Alors avant de voir pourquoi le franc CFA serait une arme pour la France-Afrique et pour la France en Afrique, d'abord un mot sur l'origine de cette monnaie qui s'appelait au départ, il faut le rappeler, le franc des colonies françaises d'Afrique et qui est aujourd'hui encore utilisé par 14 pays africains. On va voir la carte avec les pays qui utilisent encore aujourd'hui le franc CFA. Donc c'est très impressionnant. C'est toute cette partie de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Quand a été créé le franc CFA et pour quelles raisons, Fanny Pigeot? Alors il a été créé en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et il a été créé par la France, qui avait à l'époque donc ces colonies africaines dont qu'elle avait toujours en charge, on va dire. Et l'objectif pour la France, pour la métropole, donc c'était en fait de faciliter le drainage des ressources de ces territoires conquis vers la métropole, et en même temps d'assurer un contrôle économique de ces colonies. Ouais. Alors la France a établi 4 grands principes, hein. Ce serait peut-être très long de les expliquer tous, mais en tout cas en gros c'est la centralisation des réserves de change, des réserves de change, c'est très important, la parité fixe entre le franc CFA et le franc français à l'époque et aujourd'hui avec l'euro, le franc CFA aussi qui est convertible en francs français et puis en euros, et puis la libre circulation des capitaux entre les pays de la zone CFA et la France. Peut-être le plus important, c'est la centralisation des réserves de change, ce qui veut dire que tous les pays africains qui appartiennent à cette zone CFA doivent déposer, au départ c'était la totalité de leurs réserves de change, je crois, en France, au Trésor public. Aujourd'hui c'est 50%. C'est 50% aujourd'hui, effectivement. Oui. Et vous considérez que ça c'est une sorte d'héritage, on pourrait dire, de la colonisation? De toute façon, l'ensemble du système n'a pas vraiment changé, hein, parce que nous, on l'a appelé système CFA dans le livre. Ce système a très peu évolué. Il a toujours la même finalité, c'est-à-dire de permettre à la France d'avoir des sources d'approvisionnement fiables en matières premières à bon marché et qu'elle peut payer avec sa monnaie, ce qui est très important. Donc, ce qui a changé, c'est on a africanisé un peu les banques centrales qui étaient au départ à Paris, on les a déplacées à Yaoundé pour l'une, puisqu'il y a 2 banques centrales, l'autre à Dakar. Le personnel a été africanisé, mais les principes restent exactement les mêmes qu'en 1945. Ce qui fait que, voilà, effectivement... Parce qu'il y a un franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et un franc CFA de l'Afrique centrale. Voilà, il y a eu et puis un franc comorien aussi qui est associé, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Qui n'a pas la même parité avec l'euro, effectivement. Pour vous, Fanny Pigeot, le franc CFA n'a que des inconvénients pour les pays de la zone CFA? Alors, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'inconvénients. L'aspect positif que... Quels sont les inconvénients majeurs, d'abord? Les inconvénients majeurs, bon, il y en a plusieurs, je vais en citer quelques-uns seulement. On peut parler de cette parité fixe, donc c'est-à-dire que cette valeur du franc CFA par rapport à l'euro qui ne change jamais, et ça, c'est déterminé par la France, et donc ça veut dire qu'il y a un taux de change fixe, et ce système est très, en fait, manque de souplesse complètement, et ça oblige les pays africains à un certain nombre de choses, ils ont des contraintes. Pour défendre cette parité fixe, les banques centrales limitent par exemple le crédit intérieur, c'est-à-dire qu'elles limitent le nombre le volume de crédit qu'elles accordent aux États, aux entreprises, aux ménages, ce qui fait que il n'y a pas d'argent pour financer en fait le développement. Aussi que les pays de la zone CFA ne peuvent pas dévaluer leur monnaie. Ah non, ça ce n'est pas eux qui décident. Voilà, les grandes décisions comme celle-ci se décident à Paris toujours. Alors je disais que les pays de la zone doivent déposer 50% de leurs réserves au Trésor français. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente pour l'ensemble des 14 pays? J'ai pas les chiffres en tête, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Ça fait beaucoup d'argent, c'est des milliards d'euros? La France ne gagne pas énormément sur cela. Il faut bien avoir ça à l'esprit, parce que souvent la thèse développée par ceux qui s'opposent au franc CFA disent que l'argent, voilà, beaucoup d'argent... En plus, la France, elle reverse des intérêts, j'imagine, aux pays. Oui, il y a tout un système qu'on explique dans le livre. Mais derrière tout ça, le principal inconvénient, c'est l'absence de souveraineté monétaire de tous ces pays africains. C'est la France, que je disais, qui décide encore, qui prend les grandes décisions concernant ce franc CFA. Et à partir de là, a plus encore de marge pour contrôler, parce qu'à partir de la monnaie, on ne contrôle pas seulement la monnaie, on contrôle aussi l'économie et puis la politique. Mais vous diriez que, par exemple, que le franc CFA qui est lié à l'euro, que la valeur de l'euro actuelle, par exemple, est trop élevée pour les pays africains? Alors oui, c'est aussi un autre inconvénient. Effectivement, le franc CFA a une valeur externe très forte qui fait
qui pénalise en fait les productions locales, puisque quand une monnaie est surévaluée, ça agit comme une sorte de subvention sur les importations, une sorte de taxe sur les exportations. Ça veut dire que voilà, le développement est complètement handicapé par cette surévaluation. Alors il y a quand même des avantages pour les pays africains. Par exemple, on cite souvent, quand on lit la littérature sur le franc CFA, on dit que l'avantage principal pour les pays de la zone, c'est une certaine stabilité économique. Alors c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tourner la planche à billets. Voilà, effectivement, l'inflation est maîtrisée. L'inflation est maîtrisée parce que le système fait qu'on est obligé, pour ces pays, sont obligés de s'aligner sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, on sait que la zone euro n'a pas les mêmes besoins que la zone franc, c'est évident, les économies sont pas les mêmes, ne sont pas développées de la même manière. Oui, alors cette stabilité, effectivement, les prix ne varient pas trop, mais elle a un coût, cette stabilité, et c'est tout ce qu'on décrit dans le livre, une série d'inconvénients qui font qu'aujourd'hui, la majorité des pays de la zone franc sont des pays parmi les pays les moins avancés et ont un bilan socio-économique de manière générale qui est assez mauvais. En quoi le franc CFA est l'arme invisible de la France en Afrique, ou comme le dit le titre de votre livre, l'arme invisible de la France-Afrique? Parce que, alors effectivement, on voit les billets de franc CFA qui s'échangent au jour le jour. Hein, chacun dans les pays de la zone franc utilise ses billets, mais tout ça repose sur donc ce système dont j'ai donné quelques éléments, qui s'appuie sur des principes, sur aussi le fameux compte d'opération. On explique un peu de quoi il s'agit dans le livre. Le but du jeu, c'est vraiment de rendre tout ça accessible avec ce livre. Et tout ça, en fait, maintient donc ce contrôle, disons néocolonial de la France sur ses colonies enfin sur ses ex-colonies. Vous voyez, je fais un lapsus très révélateur. Et ce contrôle, je disais tout à l'heure, il n'est pas seulement économique, il est politique aussi. C'est un outil qui permet d'exercer des pressions, voire de la répression. Dans les années 60, il y a un certain nombre de chefs d'État africains qui en ont subi... Qui ont essayé de sortir du franc CFA. Voilà, il y en a qui sont arrivés, par exemple, la Guinée-Conakry. Oui, sauf qu'il y a eu des représailles terribles et que les services secrets français ont déversé de la fausse monnaie guinéenne, puisque la Guinée avait créé sa monnaie, et ça a fait s'écrouler complètement l'économie guinéenne. Oui, il faut rappeler que parmi les anciennes colonies françaises, il y a que 3 pays en fait qui sont hors du système CFA, c'est la Mauritanie, voilà, Madagascar et la Guinée. Et la Guinée, pour l'Afrique subsaharienne, effectivement. Alors, vous dites la France-Afrique. Pour vous, ça existe encore, la France-Afrique? Parce qu'on dit partout que la France-Afrique n'existe plus. Oui, c'est ce que déclare chaque nouveau président français qui entre en fonction, sauf que si chaque... Le système de la France-Afrique, ça existe encore? Effectivement, oui. Et encore une fois, ce franc CFA, c'est l'armature, c'est le socle de tout ce système qui permet de contrôler l'économie, la politique. Alors, admettons que les pays de la zone CFA abandonnent le franc CFA. Quelle monnaie on met à la place? Chaque pays a sa propre monnaie? Il y a plusieurs solutions qui existent. En ce moment, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, travaille sur un projet de monnaie commune. Et là, donc, qui regrouperait la zone franc d'Afrique de l'Ouest plus d'autres pays comme le Nigeria, etc. Alors, il y a un certain nombre de problèmes aussi qui se posent. Mais voilà, dans le livre, on donne quelques pistes qui ont été explorées dès la fin des années 50 par certains économistes. Je pense à Samir Amin, qui est décédé récemment, mais il y a aussi des présidents qui, à l'époque, imaginaient des monnaies nationales qui pourraient être reliées entre elles, par une unité de compte commune, par des réserves de change qui seraient mises en commun aussi. Il y a beaucoup de possibilités qui existent. Au Sénégal, en ce moment, il y a un certain nombre de gens qui disent la France doit quitter le système, c'est-à-dire doit quitter les conseils d'administration des banques centrales, parce qu'elle est encore très présente. Voilà, c'est la France, c'est le Frexit, comme ils disent. Mais voilà, il y a toute une panoplie de possibilités. Vous pensez que les 14 pays de la zone sont prêts, d'un point de vue économique, à se passer de cette monnaie? Alors d'abord, il faut avoir un courage politique que tous les présidents visiblement n'ont pas, parce qu'on sait très bien qu'en privé, ils sont très critiques vis-à-vis de cette monnaie, mais publiquement, ils ne peuvent pas le dire. Justement, que veulent les dirigeants de la zone? Ils aimeraient se sortir de ce carcan, parce que c'est un carcan pour eux, parce qu'il y a toujours la France derrière qui tient les rênes de ce... Imaginons que le franc CFA disparaisse. On imagine que la monnaie qui remplacera le franc CFA aura beaucoup moins de valeur, a priori. Il y aura une sorte de dévaluation. Déjà, il est surévalué, le franc CFA, donc effectivement. Mais bon, encore une fois, il y a plusieurs possibilités qui existent. On a vu des pays comme Madagascar, à qui on prédisait le pire, qui a sa monnaie, qui la gère plus ou moins bien. Il y a des aléas, effectivement, qui interviennent forcément. Mais est-ce que les pays africains, d'autres pays africains comme le Ghana, le Mozambique ou l'Angola, que vous citez dans le livre, qui ne sont évidemment pas reliés au franc CFA, enfin non pas le franc CFA, se portent mieux d'un point de vue économique? Ils se portent pas plus mal, en tout cas. Et ils gèrent leur monnaie, plus ou moins, parce qu'il y a toujours le FMI aussi qui est au-dessus. Mais ils ont une marge de manœuvre bien plus large.
Qu'est-ce que le président Macron, le président français actuel, pense du franc CFA? Est-ce qu'il est prêt à laisser les pays africains décider de leur retrait éventuel du franc CFA? Alors il a eu un discours très ambigu. Au départ, il disait qu'il était prêt à tout changement, et ensuite il a expliqué que il est toujours ouvert au changement, mais qu'il faut que ce soit les présidents, les dirigeants des États d'Afrique qui fassent des propositions. Et il précise bien ensemble. Et on sait bien que tous les chefs d'État ne peuvent pas se mettre d'accord parce que certains sont plus proches des autorités françaises que d'autres. Voilà, c'est très compliqué. Donc c'est très ambigu, mais on sait que le Trésor français qui gère tout ça n'a aucune envie de voir la zone franc lui échapper. Alors on va voir quelques images de manifestations, notamment au Burkina Faso. Ce sont des manifestations, il y en a eu d'autres, mais celle-là date de novembre 2017, où la population locale en fait réclame le retrait du franc CFA. Donc pour vous, ça veut dire que l'abandon du franc CFA, c'est devenu un enjeu politique dans certains pays de la zone? Ah oui, très clairement. Il y a un certain nombre de citoyens africains qui se rendent compte qu'il y a un problème à la fois économique et politique. Et puis il y a aussi une question démographique qui se pose déjà, c'est que la France est beaucoup moins peuplée aujourd'hui que cette zone franc, ce qui n'était pas le cas au départ à la création du franc CFA, et que de plus en plus l'écart démographique va se creuser, et ça se traduira aussi par l'économie. La France n'aura plus vraiment de légitimité, elle l'a déjà plus, mais encore moins de légitimité à gérer tout ça. Ouais. Si la zone franc abandonne le franc CFA, c'est à quel horizon vous pensez? Ce sera pour dans combien de temps? Vraiment, là, je ne saurais pas dire, mais le projet de monnaie commune de la CEDEAO, c'est pour 2020. Ça semble assez peu réalisable pour l'instant, mais voilà, il va se passer des choses, forcément. Dernière information peut-être un peu anecdotique, mais il faut rappeler que les billets de CFA sont fabriqués en France. Voilà, et les pièces de monnaie sont aussi façonnées en France. Merci beaucoup Fanny Pigeaud. Donc L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, c'est aux éditions La Découverte. Merci d'être venue en parler. Merci. Dans le